Bien, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Fréquence Populaire. Avant de commencer dans le vif du sujet, je vous invite à partager, à commenter cette vidéo et dans le meilleur des cas, à faire un don en utilisant le lien qui sera dans la description de cette vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bernard Tepper, que je présente très succinctement parce qu'il a eu de nombreuses fonctions au sein d'associations politiques. Il est ancien président de l'UFAL, l'Union des familles laïques. Il a été, peut-être qu'il est toujours d'ailleurs, membre du comité scientifique d'ATTAC. Il est animateur du réseau Éducation populaire, membre fondateur et animateur de l'association Combat laïque, Combat social, et enfin, mais j'en oublie certainement, membre du comité de rédaction de Respublica. Et donc, on peut lire de nombreux articles qu'il écrit dans ce média. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous. Bonjour. Tu as consacré beaucoup de ton temps militant, et je te connais depuis pas mal d'années, à l'éducation populaire, alors que beaucoup d'autres dans le champ politique investissent les partis, les syndicats. Est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots rapides, pourquoi, selon toi, l'éducation populaire est un levier prioritaire de la transformation sociale? Alors je dirais pas prioritaire, mais je dirais indispensable. Comme l'éducation populaire a été abandonnée par la plupart des organisations politiques, syndicales et associatives, et qu'elle est indispensable, il faut bien démarrer le processus. Ou le faire redémarrer. D'autant que le monde s'est complexifié, que l'école ne joue plus son rôle de formation du citoyen, et que de plus en plus, la pensée, y compris la pensée politique, elle est cloisonnée et simplificatrice. Alors qu'il faut, au contraire, une pensée holistique, c'est-à-dire globale. Eh bien, nous avons cette pensée cloisonnée et simplificatrice, et donc il est important de promouvoir en fait l'éducation populaire, sans laquelle il n'y aura pas de transformation sociale et politique, puisque toutes les transformations sociales et politiques ont été précédées par des campagnes d'éducation populaire, même si les noms n'existaient pas, éducation populaire. Mais la Révolution française, elle se fait après le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est une gigantesque campagne d'éducation populaire. Je prends cet exemple et je pourrais en prendre bien d'autres. Alors je vais un tout petit peu me faire l'avocat du diable. Est-ce que le peuple a besoin qu'on lui caractérise l'oppression dont il est l'objet? Parce que il la vit au quotidien. Donc en quoi est-ce qu'il y a nécessité de lui faire comprendre les mécanismes spécifiques de cette oppression? Mais on pourrait poser la même question, pourquoi il y a besoin d'une école publique? Il n'y a pas besoin d'école, puisque si la compréhension du monde était, je dirais, de fait à la naissance, il n'y a pas besoin d'école. Donc il n'y a pas besoin d'école, donc il n'y a pas besoin d'éducation populaire tout au long de la vie. Alors qu'en réalité, c'est absolument nécessaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que le réel, eh bien, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on entend. C'est ce qui est.
Mais ce qui est n'est pas toujours visible. Donc il faut un apprentissage. Il faut apprendre, par exemple, les sciences. Pour ça, il faut une école. Et pour comprendre le monde, eh bien, il faut que cette formation continue, j'allais dire, de la naissance à la mort. C'est comme de la naissance à la mort, on a besoin d'un hôpital, on a besoin d'un système de santé, on a aussi besoin d'éducation populaire pour comprendre la complexité du monde. Tu ne vois pas un risque dans l'idée de l'expertise en politique? Est-ce que on a tous fréquenté des bacs comme plus 18, comme tu les appelles parfois, qui viennent nous expliquer le monde, souvent des autorités universitaires ou des experts plus ou moins autoproclamés. Et moi, j'ai perçu à certains moments, et je pense un peu à l'épisode des Gilets jaunes, une forme de réticence devant les discours magistraux. Est-ce que tu partages un peu cette réserve? Je partage deux choses, c'est-à-dire que les Gilets jaunes aient une répulsion par rapport au discours qui avalise le système dans lequel ils vivent, je veux dire, c'est humain. Cela dit, s'ils ne comprennent pas l'entièreté de la complexité du monde, ils sont dans l'incapacité de le changer. Voilà le problème, c'est-à-dire que comprendre le monde, c'est compliqué. Si par exemple, pour expliquer les choses, c'est assez simple, en quelques minutes. Supposons que quelqu'un soit assis dans un champ toute la journée par beau temps. Toute la journée, il n'y a que le soleil, il n'y a pas un nuage. Qu'est-ce que cette personne voit? Elle sort de la nuit, tout d'un coup c'est le jour. Qu'est-ce qu'elle voit? Le soleil monter dans le ciel et redescendre de l'autre côté, et puis de nouveau la nuit. Si la personne je dirais, écoute et voit, et croit ce qu'elle voit, cette personne, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le sol immobile. Elle voit son champ plat. Et elle voit le soleil tourner autour de la Terre. En fait, grâce à la science, on sait que la Terre n'est pas immobile, que la Terre tourne autour du Soleil, c'est donc l'inverse, et que la Terre n'est pas plate, mais elle est, disons, plus ou moins ronde. Eh bien ça, ce que je viens d'expliquer là, eh bien, on pourrait refaire exactement la même chose sur la compréhension de la guerre 14-18, sur la compréhension de la guerre 39-45, sur pourquoi aujourd'hui que les riches sont de plus en plus riches et que les pauvres de plus en plus pauvres. Eh bien, ça s'explique à une condition, c'est qu'on fasse autre chose simplement que de voir et d'écouter, mais qu'on essaye en même temps de construire une théorie de la connaissance. Oui, c'est assez édifiant, cette approche. Il y a un axe central que tu as investi dans ton approche militante d'éducation populaire, c'est de montrer la liaison entre le combat laïque et le combat social. Alors cette liaison, elle est historique. Je pense qu'il y a des références. On peut penser bien sûr à Jaurès. Est-ce que tu peux
en quelques minutes, nous dresser un peu cette corrélation entre ces deux combats et pointer les risques qu'il y a à ne pas la faire, justement, à dissocier ces deux approches militantes. En fait, pour comprendre le monde qui nous environne, l'histoire, avec sa dialectique, avec son matérialisme, nous apprend que toutes les transformations sociales et politiques, sans exception, deviennent intelligibles si et seulement si on essaye de les comprendre globalement et si on analyse cette globalité avec le primat de la question sociale. Il n'y a jamais eu de transformation sociale et politique en dehors des antagonismes sociaux. Par ailleurs, l'émancipation sociale et politique a toujours été de pair avec la mise à l'écart progressif des croyances religieuses et identitaires. De ce point de vue, le degré de laïcité dans le mode d'organisation sociale dans lequel vivent les gens en est l'instrument le plus novateur aujourd'hui. Comme toute transformation sociale et politique procède d'une analyse matérialiste et dialectique du réel et d'une stratégie de double besogne, il faut lier les combats sociaux et les combats laïques et lier les revendications immédiates des gens avec le projet d'un modèle politique évolutif plus émancipateur que le modèle politique dans lequel nous vivons. Et si vous voulez que je cite Jaurès, en sachant qu'aujourd'hui, le propos que je vais dire n'est suivi par aucune grande organisation existante, je choisis comme formule « analyser le réel pour aller vers l'idéal ». Mais analyser le réel, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce n'est pas ce qu'on voit, ni ce qu'on entend, c'est ce qui est. Et donc, d'une certaine façon, la bataille laïque, elle est co-substantielle de toute avancée sociale, et l'appréhension de la question sociale est co-substantielle à toute avancée ou tout recul de la laïcité. C'est-à-dire que ce qu'on remarque dans l'histoire, eh bien, c'est que quand la laïcité avance, les droits sociaux avancent, et quand la laïcité recule, les droits sociaux reculent. Et on n'a jamais vu, je dirais, la discordance, Le contre-exemple. Le contre-exemple à cela. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la bataille laïque, elle est constante. Hein, il est nécessaire de mener cette, je dirais, cette bataille. Et donc, voilà, il y a plusieurs épisodes, notamment des épisodes que j'ai personnellement suivis. Voilà. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que sans laïcité, le corps social est un peu fracturé et donc perd de sa capacité revendicative? Est-ce que c'est une approche qui te... si le jeune arabe voue une haine aux jeunes juifs, ils perdent tous les deux le sens, la compréhension même du type d'exploitation dont ils peuvent être l'objet tous les deux, de la part d'une structure économique qui les exploite, par exemple. Donc ça peut être du pain béni pour une certaine forme d'oligarchie que de voir le corps social se diviser. Et voilà. Ce qu'on remarque, c'est que les gens du bas
ne font avancer la question sociale, en partie puisque ça les avantage en termes de droits sociaux, mais également parce que c'est la seule façon d'être majoritaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre façon d'être majoritaire sur longue période que grâce à la question sociale. Ça, c'est la première idée. Et deuxièmement, la laïcité, c'est le principe d'organisation sociale qui permet la coexistence, je dirais, de toutes les idéologies, et donc dedans je mets les religions, qui en fait acceptent, je dirais, l'ordre public. Mmh. Et donc, vouloir une transformation sociale favorable aux gens du bas, eh bien, il faut s'appuyer sur leurs demandes de droits sociaux et sur les mouvements sociaux qu'ils sont capables de générer. Et bien évidemment, il faut promouvoir un système d'organisation sociale qui permet la coexistence de toutes les idéologies. Pour être encore plus clair, je dirais la chose suivante. On peut être laïque et athée, on peut être laïque et agnostique, et on peut être laïque et croyant. Par contre, on peut être anti-laïque et athée, anti-laïque et agnostique, et anti-laïque en étant croyant. C'est-à-dire que la laïcité, c'est un principe d'organisation sociale, ce n'est pas une valeur ou une opinion. Mmh. Oui, c'est assez clair. C'est assez clair. C'est un préalable, en fait, à une capacité revendicative du peuple. Ça se comprend assez bien. Alors, on pourrait dire d'ailleurs, quand la loi de 1905 arrive en France, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un historien bac plus 18 pour savoir que la majorité des Français sont catholiques. Et pourtant, la majorité des Français fait voter la première, disons, une loi laïque qui est la loi de 1905. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une partie substantielle des croyants catholiques ont souhaité le principe de laïcité. Alors, tu m'arrêtes si je dis des contre-vérités, mais pour t'avoir écouté en particulier commenter la façon dont Jaurès abordait la loi de 1905, tu précisais bien que dans son esprit, c'était un préalable à des conquêtes sociales qui devaient suivre. Absolument. Je pense en particulier aux retraites, l'impôt sur le revenu, des choses comme ça. Absolument. Il dit ça d'ailleurs dans un meeting ouvrier, où il dit qu'il faut aller le plus rapidement possible, je dirais, au vote de la loi, et que grâce au rassemblement, je dirais, réalisé par la laïcité, on devait continuer. Et à ce moment-là, il présente 3 revendications, qui sont le dimanche chômé, qui sont les retraites ouvrières et paysannes, et qui sont en fait les impôts directs. D'accord, mais ça c'est très édifiant. Il faudrait que tous les militants gardent ça en tête dans leur combat. Alors, évidemment, tous ces acquis sociaux ou ces conquis sociaux, comme on dit, ont pour but plus ou moins précis, mais quand même, de faire advenir ce qu'on peut appeler la République sociale. Alors, la République sociale, c'est bien beau, mais ça a besoin d'être caractérisé quand même, de savoir un peu ce qu'on met derrière, parce que
pas que ce soit une incantation facile et démagogique. Est-ce que tu peux nous dire, rapidement, hein, tu nous excuseras d'être dans des temps impartis, mais nous dire un peu quelques caractérisations de ce que devrait être une république sociale? En fait, la république sociale, c'est un modèle politique. C'est un modèle politique qui applique les principes républicains nécessaires à son époque. Voilà sa définition. Aujourd'hui donc, c'est un modèle politique qui applique ce qui est nécessaire à la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire les principes, une dizaine de principes, que je vais donc citer. Mais Bernard, quand tu dis la société d'aujourd'hui, c'est essentiellement les classes populaires. Non, la société dans son ensemble. Dans son ensemble. Dans son ensemble. Les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de solidarité, de démocratie, d'universalité, de sûreté et de sécurité, de souveraineté populaire et de développement écologique et social. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'application de tous ces principes, je dirais, pour résoudre les problèmes du monde et les revendications des travailleurs. Donc, la République sociale, elle s'adapte à la société. Et donc, par exemple, ceux qui souhaitaient la République sociale au XIXe siècle, il leur suffisait liberté, égalité, fraternité. Et puis après est arrivé le principe de laïcité. Et après, le principe de solidarité, qui a émergé au moment de la création de la sécurité sociale au mois d'octobre 1945. Et d'universalité, de sûreté et de sécurité, dans un moment où il y a de moins en moins de sûreté et de moins en moins de sécurité, de souveraineté populaire, puisque la souveraineté, elle est attaquée par, je dirais, les évolutions économiques, et notamment par deux phénomènes, le néolibéralisme et l'ordolibéralisme. Et puis bien sûr le développement écologique et social, parce qu'aujourd'hui on voit bien que si nous continuons avec une économie, je dirais productiviste, eh bien disons on va dans le mur. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas faire la République sociale si on n'est pas favorable à un développement écologique et social. Je dis bien écologique et social. C'est-à-dire pas simplement une écologie punitive pour les pauvres, mais disons un développement écologique et social pour tout le monde, ce qui veut dire que ceux qui doivent diminuer leur émissions de gaz à effet de serre, c'est plutôt les ultra-riches plutôt que les pauvres. Donc il faut bien évidemment l'ensemble de ces principes. Et en fait, ce qui est important, c'est que la République sociale, c'est pas quelque chose de précis sur quelles sont les lois qu'il faut etc. Ça, c'est autre chose. Il faut d'abord un modèle politique qui respecte ces principes. Et après, bien évidemment, si ce modèle politique existe, eh bien après, le débat économique et politique peut s'effectuer. Mais si on respecte ces principes, on changera, je dirais, de principe d'évolution par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le nihilisme capitaliste. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur le distinguo
entre néolibéralisme et ordolibéralisme. Je ne suis pas sûr que tous les auditeurs aient une conception très claire de cette catégorie, de ces catégories. Le néolibéralisme, c'est une nouvelle façon, en fait, d'être libéraux, c'est-à-dire d'être pour le libre-échange généralisé sur l'ensemble de la planète, l'interdiction de toute protection économique, et puis de considérer de considérer les gens uniquement en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire en niant, je dirais, ce qu'est tous les groupes humains. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le néolibéralisme, il fait... C'est lui qui provoque le fait que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. C'est le néolibéralisme, c'est-à-dire tout le pouvoir, je dirais, au grand patronat des multinationales, au détriment des dirigeants des États, au détriment de l'intérêt je dirais, du plus grand nombre. Il y a aussi un rapport à l'État. L'État doit être circonscrit à quelques tâches régaliennes et ne pas s'occuper d'économie. Bien sûr. Ouais. Mais ça, c'est sûr que les fonctions, je dirais, les fonctions de compromis économiques et sociaux organisés par l'État doivent disparaître. Et l'ordolibéralisme alors ? Alors l'ordolibéralisme, c'est autre chose, même si nous, on a la chance, entre guillemets, d'avoir les deux en France. L'ordolibéralisme, disons que c'est différent du néolibéralisme dans le sens où le rôle de l'État est de rendre le libéralisme généralisé sur la planète. Mais généralisé, je dirais, en partant uniquement des principes libéraux et en créant, je dirais, toute une série de lois, de directives, comme dirait l'Union européenne, qui sont en fait des lois en fait, qui ne visent qu'à donner le pouvoir, je dirais, à une seule valeur, c'est l'argent et le profit. Mais dans une société qui est organisée. C'est-à-dire que ce n'est pas un capitalisme sauvage. Toutes ces mesures d'austérité, de restrictions budgétaires... Cet ordolibéralisme est quelque chose qui est né en Allemagne, qui a commencé à être un peu utilisé dans un régime qui était le régime nazi. Et pour cela, je renvoie à un des plus grands historiens de la Sorbonne actuellement, qui s'appelle Johann Chapoutot, et qui a redémarré après la Deuxième Guerre mondiale, je dirais, par un regroupement d'économistes libéraux dans ce qu'on a appelé des économistes comme Hayek, comme Milton Friedman, etc., etc., c'est-à-dire des économistes qui se sont solidarisés dans la société du Mont Pèlerin dès la fin des années 40. Et ces gens sortis de cette idéologie qui ont, je dirais, construit
d'abord le marché commun, puis l'Union européenne, avec l'ensemble de ses règles, l'ensemble de ses directives, l'ensemble de ses articles par centaines. Vous voyez, avant l'ordolibéralisme, il y avait des constitutions qui étaient... on pouvait faire des constitutions avec quelques dizaines d'articles. Avec l'ordolibéralisme, c'est plusieurs centaines d'articles, dont la plupart sont des articles sur, je dirais, la liberté économique. Et bien sûr, la liberté économique des plus puissants. D'accord. Et donc, la France, elle subit d'une part le néolibéralisme qui est arrivé en France en 1983, après être arrivé à la fin des années 70 dans les pays anglo-saxons. Et bien évidemment, il y a eu un compromis avec le néolibéralisme et l'ordolibéralisme lorsque petit à petit s'est construit l'Union européenne. Et donc, de plus en plus, je dirais, l'Union européenne a détruit la souveraineté populaire. Et c'est pour cela que pour la République sociale, maintenant, il faut réinstituer. Disons que pendant un moment dans l'histoire, il y avait un peu de souveraineté populaire qui débouchait, dans certains cas, à la souveraineté nationale, tandis qu'aujourd'hui, il n'y a plus de souveraineté populaire, donc il n'y a plus de souveraineté nationale. Bien, merci pour ces précisions. Alors, comme la politique est un rapport de force, il y a des adversaires à cette République sociale. Et donc, j'aimerais qu'on esquisse là, assez rapidement, toujours, un peu une typologie, une catégorisation de ces adversaires, avec, en essayant de comprendre quelles sont leurs armes et quel type de rapport de force il faut organiser pour les contrer. Alors moi, j'en ai listé 4, mais je pense que tu seras peut-être en désaccord. Je les cite. D'abord, l'oligarchie néolibérale financière, celle qui est incarnée en France par Macron. On va quand même convenir que ce n'est pas des défenseurs acharnés de la République sociale. Après, je dirais l'islam politique, comme on a discuté récemment avec Florence Bergeau-Blaclair, avec cette volonté de réinstaurer un califat, cette volonté anti-républicaine par essence. Après, l'extrême droite, en pensant que c'est un terme précis, même s'il doit être redéfini. Bon, on pense à Zemmour et aux tenants de la guerre de civilisation. Et enfin, une dernière catégorie, moi, qui m'apparaît aussi clairement anti-républicaine, c'est prônée par les tenants du relativisme culturel, la pensée woke, la pensée identitaire, qui considèrent souvent la République comme intrinsèquement raciste ou discriminante. Bon, est-ce que tu es un peu d'accord avec ces catégories-là? Est-ce que tu peux rapidement repréciser l'état du rapport de force actuel avec tout ce beau monde? Alors, j'ai écrit un article récent intitulé « Combattre le nihilisme capitaliste qui dévaste le monde », où j'explique, d'après moi, nous sommes à l'aube, en fait, d'une troisième étape de l'évolution du monde. Première étape, le providentialisme, c'est-à-dire toute la période où tout procède de Dieu ou des dieux. Puis on est entré dans une deuxième phase,
qui a été ouverte, en fait, par, je dirais, des mouvements humanistes, en général, qui ont mis en échec le providentialisme, mais qui a créé toute une série, je dirais, de grands récits mythiques qui en fait n'étaient que des religions de substitution. Le christianisme social, le socialisme de l'Union soviétique, le communisme, on pourrait dire de la Corée du Nord, par exemple. Ou chinois. C'est-à-dire qu'en fait, des grands récits, ce qui ne veut pas dire dans ma bouche que le socialisme, c'est rien. Je pense que ceux qui ont, je dirais, pensé le socialisme et le communisme sont des gens qui, au contraire, il y a un grand intérêt à les étudier. Mais ce qui a été appliqué, eh bien, ça a été des grands récits mythiques qui sont des religions de substitution. Le communisme soviétique est devenu une religion de substitution qui s'est écroulée au début des années 90. L'ensemble des partis socialistes du monde se sont écroulés parce qu'ils ne véhiculaient qu'une religion de substitution. Et donc, nous sommes aujourd'hui au moment où il y a eu l'écroulement, en fait, de ces religions de substitution, et que donc on est dans une période de crise. On est dans une période de crise au sens d'Antonio Gramsci. C'est-à-dire, le vieux est mort, c'est-à-dire les grands récits mythiques et les grandes religions de substitution. Et le neuf n'est pas encore né. Donc c'est une période, je dirais, de crise, au sens de Gramsci. Et dans ce moment se développe, dans une férocité inouïe, toutes les fausses bonnes idées, dont certaines que vous avez nommées, tous les conservatismes avec une touche de vernis pour tromper son monde, toutes les vieilles idées réactionnaires repeintes pour l'occasion, et y compris la vieille bête immonde. Voilà où est-ce qu'on en est. Mmh. Donc bien évidemment, dans ce moment, ceux qui nous dirigent sont de moins en moins majoritaires de fait. Donc ils sont obligés de s'allier. Et en fait, ils s'allient avec toutes les fausses bonnes idées. Ces fausses bonnes idées, elles ont plusieurs intérêts. Premièrement, elles servent ceux qui sont au pouvoir. Et deuxièmement, elles divisent le peuple. Prenez l'islam politique, divise le peuple. Les politiques identitaires divisent le peuple. Parce qu'il y a quand même des gens qui font marcher leur cerveau. Et donc, la question, elle est là. Et donc, toutes ces fausses bonnes idées, eh bien, elles confortent ce que vous avez appelé l'oligarchie financière néolibérale. Toutes les politiques identitaires, en réalité. Et une preuve pour ça, vous avez certaines politiques identitaires, que vous avez nommées, que l'on trouve principalement à l'université.
se sont développées surtout dans les universités américaines. La religion woke, par exemple. Mais qui les a nommés dans cette université? Qui les finance? Qui finance ces enseignants qui ont été nommés et qui refusent de financer d'autres enseignants qui, eux, ont une démarche scientifique. Et universaliste, oui. Et universaliste. Donc la question, elle est là. Vous voyez, par exemple, on voit certains personnages haut en couleur dans les politiques identitaires, embauchés par les grandes maisons de couture, embauchés comme éditorialistes, je dirais, dans les grandes radios et dans les grandes télévisions dirigées par les 9 milliardaires que nous connaissons tous, et qui, bien sûr, divisent le peuple, divisent la gauche, divisent, je dirais, toutes les forces de progrès. Et à partir du moment où ils ont réussi à les diviser, eh bien, il n'y a plus de majorité, ni du côté de ceux qui ont le pouvoir, ni du côté de ceux qui contestent ce pouvoir. Quand on regarde ceux qui sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils aménagent le néant vectorisé par la puissance. Là, il faut que tu nous éclaires. Hein. Le néant, ça veut par la dire puissance. On détruit toutes les valeurs. Ah oui. Toutes les valeurs, tous les principes, ceux que j'ai nommés tout à l'heure. Et à ce moment-là, il n'en reste plus qu'une. L'argent. Avec l'argent, il y a quand même beaucoup d'intérêts. Mais il y a un intérêt, c'est que l'argent, c'est ce qui permet de construire la bombe atomique, mais c'est en même temps, je dirais, ça donne une valeur, par exemple, à un utérus. Alors, un utérus égale un tiers de voiture, etc., etc. La marchandisation. Donc, la marchandisation de tout ce qui est possible. De tout ce qui est possible et la suppression dans les choix de tout ce qui est principe émancipateur. Alors ça, bien évidemment, il faut détruire la liberté, il faut détruire l'égalité, il faut détruire la fraternité et tous les autres principes que j'ai. Il faut détruire la souveraineté, il faut détruire la laïcité, etc., etc. Parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la marchandisation du monde. C'est combien ça vaut. Ce que tu nous dis là me fait penser un peu à ce qu'avait décrit Naomi Klein dans la stratégie du choc. C'est une espèce de provoquer une espèce de tétanisation du peuple pour lui faire après gober tous les processus de marchandisation parce qu'il est en état de vulnérabilité complète. L'instrumentalisation de la peur, depuis qu'on a Macron au pouvoir, par exemple, on est en état de guerre permanent. C'est la guerre contre la Covid, la guerre contre l'Ukraine, comme s'il y avait... Mais ils sont obligés d'être en guerre puisqu'ils sont pas majoritaires. La seule façon de se maintenir, c'est d'avoir une police et une armée qui répond au doigt et à l'œil, d'avoir une constitution qui permet de promulguer une loi qui n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, et d'empêcher un certain nombre d'émancipations parce que
on a réussi à fabriquer une directive ou une obligation qui arrive de l'extérieur. On le voit assez bien avec le CETA, tous ces accords de libre-échange que le Sénat vient de refuser, par exemple, que les agriculteurs craignent, mais ça va passer quand même, alors qu'on sait bien que ça va se traduire par... On verra ce qui se passera pour le CETA. Mais c'est sûr que la généralisation du libre-échange, qui est le nec plus ultra du néolibéralisme, est à l'œuvre. Ça, c'est... Contre la population. Le peuple n'en veut pas. Enfin, si on... contre la population, parce que c'est sûr que la population, elle ne peut pas être favorable, je dirais, à une généralisation du libre-échange qui va de pair avec, je dirais, une attaque directe contre la santé des gens. Oui. Moins 10 ans social, moins 10 ans environnemental. Aujourd'hui, et ça, il y a ceux qui ne veulent pas voir, mais lorsqu'on regarde que le prix d'une marchandise achetée, il est un fait que c'est moins cher lorsqu'on peut utiliser des pesticides. Et tant pis si les pesticides donnent le cancer, si le pesticide favorise des maladies chroniques. Ce qui est avéré maintenant, d'un point de vue scientifique. Ce qui commence à être avéré sur certaines maladies chroniques, pas encore sur toutes, mais parce qu'on empêche, je dirais, les études. Parce qu'il faut les financer. Faire une étude sérieuse, scientifique, ça demande des moyens matériels, des intelligences, et puis du financement. Alors si on finance uniquement ce qu'il faut faire sur les pesticides pour qu'ils soient un peu moins mortels à terme, ou si on finance pour savoir si tel ou tel pesticide, il faut le supprimer ou pas. Donc les gens, bien évidemment, aujourd'hui les maladies chroniques par exemple, c'est 2/3 des dépenses de l'assurance maladie. 2/3 des dépenses d'assurance maladie, ce sont les maladies chroniques qui sont en croissance exponentielle, dont certaines maladies chroniques sont ouvertement liées à l'amiante, à des pesticides, à toute une série d'ingérences chimiques, dans les processus biologiques. De production, oui. J'aimerais maintenant parce que l'heure avance, que l'on passe un petit moment sur un service public qui est vraiment emblématique de la République sociale, que tu as déjà évoqué tout à l'heure, qui est l'école. C'est vraiment le lieu privilégié, justement, du combat laïque par l'enseignement et du combat social, parce que c'est là que le peuple construit son esprit critique, c'est là qu'il construit sa capacité à faire la loi. J'aime bien l'expression de Catherine Kinsler qui dit que dans une république, c'est le peuple qui est législateur. C'est lui qui doit faire la loi, donc il doit être éduqué pour ça. Alors, je ne vais rien t'apprendre en te disant que l'école est attaquée aussi. Alors, j'aimerais qu'on prenne très rapidement, tu m'excuseras encore, 3 points. Le premier, cette fameuse concurrence faussée de l'enseignement privé. Alors il y a l'enseignement privé sous contrat, mais il y a aussi ce qui se développe pas mal, c'est l'enseignement privé hors contrat, qui est en train de prendre des parts, j'allais dire, du marché. Est-ce que tu peux nous donner rapidement ton point de vue sur cette question ? Je crois que le point de départ pour essayer de répondre à cette question,
c'est de dire que l'école est de moins en moins le lieu de formation du futur citoyen. Et donc, de plus en plus, un lieu de reproduction des élites de chaque pays. Parce que c'est ça, le problème, je dirais, de fond. Reproduction au sens un peu de Bourdieu, c'est ça? Au sens la absolument. classe sociale qui reproduit ses privilèges. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, les statistiques montrent bien que ce qu'on appelle la mobilité sociale, c'est-à-dire la capacité des enfants de parents qui sortent de la classe sociale dans laquelle étaient les parents pour aller dans la classe sociale... L'ascenseur social. Ascenseur social, bah c'est comme Capri. Ça n'existe plus. Fonctionne plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un système de reproduction sociale. C'est-à-dire, on voit de plus en plus les enfants de la grande bourgeoisie remplacer leurs parents. Et les enfants des couches défavorisées rester très majoritairement défavorisés. Donc voilà. Donc de ce point de vue-là, à partir du moment où c'est une école de reproduction sociale, mais il n'y a plus besoin de laïcité. Le but de la grande bourgeoisie, c'est pas d'établir la laïcité. Qui a intérêt à la laïcité, comme on l'a dit tout à l'heure? C'est ceux qui ont envie d'augmenter leurs droits et d'augmenter leur compréhension du monde. Donc là, il faut la laïcité. S'il faut faire une école qui répond simplement à l'utilitarisme du grand patronat, il n'y a pas besoin de laïcité. Et c'est pour cela que petit à petit, la laïcité, elle est attaquée partout, y compris à l'école. La loi du 15 mars 2004, je vous renvoie à un article écrit par Respublica, qui renvoie à un article qui s'appelait « Loi du 15 mars 2004, la grande victoire du camp laïque après 15 ans de combat », où là on relate la bataille, puisque le journal Respublica, il est directement lié au groupe de personnes qui ont mené cette campagne depuis 1989. Pour le développement de l'école privée confessionnelle, c'est un des pivots de plus en plus important de la reproduction des élites. De la reproduction des élites du nihilisme capitaliste. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit bien. Ça devient tellement... Je veux dire, on a bien vu ce qui s'est passé avec un établissement qui s'appelait Stanislas, avec une ministre qui n'a pas pu tenir, ministre très longtemps. Voilà. Donc en fait, pour être une école de reproduction sociale, l'idée des néolibéraux et des ordolibéraux, elle est simple. Partir de l'école privée confessionnelle pour en faire une école de la future élite, entre guillemets, celle qui remplacera la grande bourgeoisie d'aujourd'hui. Au mépris de la mixité sociale, bien sûr, au mépris de la mixité sociale, mais maintenant, vous savez, la mixité sociale, c'est de plus en plus difficile. Pourquoi ? Parce que le capitalisme a réussi quelque chose de formidable pour le néolibéralisme. C'est qu'en fait, il fait en sorte que les gens de classes différentes ne vivent plus dans le même quartier. Ouais. Donc la mixité
sociale, vous ne pouvez plus l'avoir. Moi, quand j'habitais avec mes parents en Paris 11e, dans la cage d'escalier de la rue Guénaud, dans le 11e, il y avait des enfants de cadres, des enfants d'ingénieurs et des enfants d'ouvriers. Eh bien ça, c'est comme Capri, c'est fini. Donc la mixité sociale est de moins en moins une réalité à cause de la ségrégation spatiale organisée catégorie par catégorie, classe par classe. Maintenant, quand on dit il faut la mixité sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire quelqu'un qui habite à 7-8 km de là et de les faire venir déjà dans l'école primaire. Bon. Bien. On peut se demander si c'est un processus réversible, d'ailleurs, tout ça, parce que le séparatisme territorial... Ce sont des processus qui sont réversibles. Mais il y en a, il faut du temps. Oui, c'est ça. Hein? Bien sûr. Alors, et on voit même aujourd'hui l'assassinat de 2 enseignants. Oui. Samuel Paty, Dominique Bernard. Alors c'est lié à ce que j'ai dit. Mais c'est lié aussi que si on veut une école simplement pour reproduire la grande bourgeoisie, il n'y a pas besoin de protéger les enseignants. Pourquoi voulez-vous que le ministère protège les enseignants? Pas nécessaire. Puisque même maintenant, on embauche des enseignants en speed dating. Vous voyez? Voilà. Il y a une complicité passive de la hiérarchie des établissements, quand même. Quand on regarde le cas de Samuel Paty, il a été lâché, quoi. Il a été lâché. Bien sûr qu'il a été lâché, mais il a été lâché par la hiérarchie. Pour ne pas dire lynché. Mais disons par la hiérarchie du ministère. Ouais. C'est-à-dire, parce que si vous voulez, on ne peut pas circonscrire l'école uniquement à l'établissement proprement dit. Voyez ? Parce que un proviseur ou un principal, ou une proviseure et une principale, tout seul dans son établissement, peut pas redresser tout ça sans, je dirais, une pression forte venant de l'État et donc du ministère. Hein ? Et lorsque les enseignants s'aperçoivent qu'ils ne sont pas soutenus par le ministère, ils font de l'autocensure. Et quand on fait de l'autocensure, eh bien, on diminue l'apprentissage des choses qui sont nécessaires à la formation du citoyen. Tout ça a été bien décrit dans un livre de Jean-Pierre Aubin, qui est ancien inspecteur, je crois. Il y a eu plusieurs. Oui, il y a eu plusieurs livres. Il y a franchement, de nombreux livres, de nombreux intellectuels ont écrit. Je dirais que là-dessus, c'est déjà documenté. Simplement, ce qui se passe, c'est que ceux qui continuent de tenir les manettes, c'est ceux qui ont décidé de ne pas changer ces choses-là. Oui, tu penses que les mesures gouvernementales sont un peu hypocrites et n'ont pas au cœur... Je vais vous donner un exemple un peu léger. Vous savez, quand les gens, par exemple, disent l'évolution humaine, c'est une diminution du temps de travail. Ce qui n'est pas faux. Que fait le gouvernement? Il ne reprend pas ça. Il dit on va passer de la semaine de 5 jours à la semaine de 4 jours. Mais toujours avec le même temps de travail. Bon. Mais c'est exactement pareil dans l'école.
Vous prenez toutes les mesures qui sont annoncées, qui sont toutes des mesures du genre « demain on rase gratis ». On va faire un choc des savoirs. Ça, c'est récent. Hein. Mais on n'augmente pas le nombre d'enseignants. On n'améliore pas la formation des enseignants. On ne montre pas, je dirais, une plus grande, défense des enseignants par rapport au monde extérieur. Donc, rien ne change, et donc on fait des mesures où on dit qu'on va tout changer pour que rien ne change. On va conclure, Bernard, si tu le veux bien, sur un point un petit peu plus polémique, parce que c'est un peu désolant d'être d'accord sur tout. Et je sais que tu es attaché à la notion historique de gauche. Alors, la République souveraine, c'est un point qui fait un peu aussi débat, parce que on voit arriver à République souveraine des gens attachés à la gauche, mais aussi des gens pour qui cette notion est un peu périmée, entre guillemets, ne permet plus de faire émerger les vrais clivages politiques, qui seraient plutôt donc l'idée de la souveraineté, l'idée de la laïcité et la question sociale, le grand triptyque qui rattache un peu Jaurès à De Gaulle, à Croizat et tout ça. Pourquoi cet attachement à la notion historique de gauche, et ne crois-tu pas que le moment est venu dans cette période que tu as décrit là, un peu de déboussolement généralisé, de chercher d'autres boussoles idéologiques à travers d'autres concepts politiques? En fait, une analyse matérialiste et dialectique montre que le réel, je dirais, a une double réalité. Il y a une réalité objective et une réalité subjective. Tout fait a une réalité objective et une réalité subjective. Alors il est un fait qu'objectivement, certaines politiques menées par certaines organisations dites de gauche, en France depuis 1983, le tournant de la rigueur, comme on l'a dit. Oui, mais c'était plus qu'un tournant de la rigueur. C'était une bifurcation, je dirais, vers le capitalisme néolibéral. Et ce tournant-là, eh bien, ça a de plus en plus dérivé vers des politiques de droite. Alors que, voilà. Pendant ce même temps, les organisations de droite, elles ont durci leur positionnement vers la droite. Donc il y a eu, je dirais, un virage droitier qui a touché beaucoup d'organisations dites de gauche, politiques, syndicales ou associatives. Mais, sur le plan subjectif, les réflexes de gauche existent toujours. Il suffit de regarder le mouvement des retraites. Il suffit de regarder, je dirais, une bonne partie des élections à 2 tours, où le deuxième tour, c'est un débat gauche-droite, alors qui s'appuie sur des volontés subjectives. Mais n'empêche, c'est comme ça que ça marche. Encore qu'un débat Macron-Le Pen ne rentre pas tout à fait dans le schéma que tu viens de décrire.
Enfin bon. Alors, Il y a peut-être des gens qui mettent Macron à gauche, mais... non. Non. Ce qui se passe... Alors bon, Oui, oui. je vais finir ma... Oui, je reviendrai dessus. Oui, d'accord. Je reviendrai dessus. Et donc, ce qui se passe, c'est que ceux qui déclarent que le clivage gauche-droite est périmé, il y en a. Ils oublient, de mon point de vue, d'analyser le réel. Comme je dis tout à l'heure, le réel, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on entend, c'est ce qui est. Et c'est notamment le fait de dire c'est pas bien de s'abstenir aux élections. Sans s'interroger qui s'abstient. Pourtant, c'est pas difficile de savoir qui s'abstient. Premier tour des législatives de 2022. Qui s'abstient ? 70% des ouvriers, 70% des employés, 70% des jeunes de moins de 35 ans. Et que bien évidemment, le fait que les ouvriers, les employés et les jeunes de moins de 35 ans, ce qui était la sociologie historique de la gauche française, ne votent plus. Ne votent plus selon les 4 possibilités d'abstention. C'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement l'abstention, le vote blanc, le vote nul, et l'augmentation dont on parle rarement de la non-inscription sur les listes électorales. Donc si j'additionne ces 4 façons de s'abstenir, parce que c'est pas qu'ils n'ont pas compris, les gens qui, par exemple, ne s'inscrivent plus sur les listes électorales, c'est pas parce qu'ils n'ont rien compris, c'est au contraire parce qu'ils n'ont pas envie de s'inscrire sur les listes électorales. À tort. Mais ils n'ont pas envie. Subjectivement, ils n'ont pas envie. Voilà. Et que bien évidemment, ces 70% qui s'abstiennent, c'est eux qui permettent, je dirais, à la droite de se développer. Tout simplement parce que plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus on vote en rang serré, y compris ceux qui se plaignent tout le temps. Mais c'est en rang par 2, ils vont voter. Et 70%, alors je rappelle que si j'additionne les ouvriers, les employés, les jeunes de moins de 35 ans, c'est la majorité du peuple. Aujourd'hui, les ouvriers et les employés, c'est 45% de la population active, malgré la désindustrialisation. Alors on a l'impression qu'ils n'existent plus. Ben oui, parce que les ouvriers et les employés, ils vivent en zone rurale et périurbaine. Ils vivent plus à Paris. Et ils vivent même pas, de moins en moins, en banlieue. Bien. Donc, ce que je pense, c'est que on voit les réflexes gauche-droite. Moi, je vais vous donner un exemple. Je suis intervenu plusieurs fois à la demande de certains groupes de gilets jaunes, qui n'étaient pas représentatifs des gilets jaunes, parce que personne n'est représentatif des gilets jaunes. Mais disons, certains gilets jaunes, moi j'ai assisté à des réunions où il y avait 350 personnes, et j'ai vu comment ça s'était passé. J'ai vu, par exemple, comment
il y a eu, dans certains groupes de gilets jaunes, une forte prégnance, par exemple, des gens d'extrême droite, à l'intérieur des groupes de gilets jaunes. Ça, dans les premiers mois. Et d'ailleurs, on les a vus, même à la télévision. Hein, il suffit de regarder ce qui s'est passé autour de l'Arc de Triomphe, par exemple. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques mois, des groupes de gilets jaunes ont exclu ces gens-là. Le réflexe gauche-droite, il a joué dans beaucoup d'endroits, à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes. Mais seulement, bien évidemment, comme les médias sont là pour défendre leurs patrons respectifs, et donc, on n'a pas été voir ce qui se passait à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes. Donc voilà, je crois qu'effectivement, des gens qui étaient catalogués à gauche font des politiques de droite, font des politiques néolibérales et ordolibérales. Ça, c'est incontestable. Mais on voit de temps en temps, ici et là, des réflexes de gauche qui, bien évidemment, ne sont pas, je dirais, coordonnés, qui ne débouchent pas, je dirais, sur un mouvement national conscient. Mais ça, c'est parce qu'on est en période de crise. Donc, si je comprends bien, ce serait toujours pertinent, d'après toi, si on s'en réfère au peuple. Il y a donc il y a un peuple de gauche, et puis un peuple de droite, mais moins pertinent sur les organisations. En fait. C'est-à-dire qu'il y a eu... Est-ce que tu serais d'accord avec ça pour dire qu'il y a eu au sein des partis politiques et de certaines même peut-être d'organisations syndicales le fait qu'il y ait eu des déçus de la gauche, parce que ceux qui ont cru au Parti socialiste à une époque... Et on terminera avec ça, si tu veux bien. Tu as une minute ou deux, je suis désolé. L'ensemble des partis de gauche sont plus ou moins divisés, y compris sur la laïcité dont on parlait avant. Et sur la souveraineté, alors là, encore plus. Oui, parce que la laïcité et la souveraineté est attaquée par le système actuel. C'est-à-dire ce que j'appelle le nihilisme capitaliste, il n'a plus besoin de la laïcité et de la souveraineté. Donc bien évidemment, il l'attaque. Mais n'empêche que les réflexes de gauche existent toujours, même si les partis de gauche trahissent leur engagement et leurs propositions, etc., etc. Et le fait qu'il n'y ait pas d'organisation de gauche qui défende le primat de la question sociale, c'est simple. Pas d'organisation de gauche qui défend le primat de la question sociale, eh bien forcément, ça veut dire que le primat, c'est autre chose. C'est d'aller défendre, non plus la bataille sociale, mais d'aller défendre, je dirais, d'autres... la bataille sociétale, parfois. Oui, c'est ça, de préférer le sociétal, de préférer le sociétal au social. Alors moi, je suis pour les avancées sociétales. Mais les avancées sociétales sont jamais, je dirais, il n'y a jamais de majorité sociétale en soi. Il y a des majorités sociales qui font en même temps des réformes sociétales. On en restera là. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Oui, vas-y, bien sûr. Il y a une chose que j'aurais par exemple rajouté. Voilà.
Mais là, tu as très peu de temps pour le faire. Très peu de temps. C'est que ça a été même pensé par un think tank qui s'appelle Terra Nova. Terra Nova a dit en 2011 qu'il fallait que les partis de gauche abandonnent les ouvriers et les employés pour s'intéresser aux couches moyennes et à la lutte de ceux qui sont dominés. C'est-à-dire que ça a été même théorisé. On théorise le fait. Alors que, comme je l'ai dit tout au début de notre entretien, c'est le primat de la question sociale qui est l'un des ingrédients de la transformation sociale et politique. Merci beaucoup, Bernard. Je rappelle que si toutes ces considérations vous ont intéressé, n'hésitez pas à partager, à liker, comme on dit en français, à commenter et, dans le meilleur des cas, bien sûr, à faire un don en utilisant le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je vous remercie. Encore merci, Bernard.